Les questions qu'on se pose aujourd'hui sont celles du XXIe siècle. Beaucoup de gens, pendant le Covid, se sont dit « mais est-ce que ma vie, c'est simplement gagner un salaire, mettre au boulot, dodo ?» L'argent que vous n'allez pas utiliser pour faire des profits, l'argent qui ne sera pas utilisé dans la banque, mettez-le dans le mécénat. Celui qui est bon, qui sort de l'école, il va non pas vers l'entreprise la plus performante, qui fait le plus de profit, il va vers l'entreprise qui a le plus de valeur. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, la fondation d'entreprise de la banque et responsable du mécénat du groupe. Ancienne journaliste de radio et de télévision, connue du grand public comme Madame Cinéma sur Canal+, Isabelle a ensuite dirigé l'organisme Unifrance pour la promotion du cinéma français à l'international avant de mettre son énergie au service du mécénat culturel, scientifique et solidaire chez BNP Paribas. Avec elle, nous allons parler de sa mission au sein d'une fondation d'entreprise, de son engagement pour l'accès à la culture et l'égalité des chances, et de la façon dont une grande banque peut transformer positivement la société. Je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Isabelle. Bonjour. J'aime bien commencer par le début dans le podcast, comprendre le parcours de l'invité. Et donc, je crois que tu es diplômée de Sciences Po. Est-ce que tu peux nous parler Pas diplômée, ancienne élève. Ancienne élève. Ouais. Alors au début, tu vas nous expliquer ça. Au début, j'avais honte parce que j'ai pas eu mon diplôme de fin. J'ai fait toutes les études comme il faut, Ouais. etc. Mais vraiment, à la fin, j'ai raté l'examen final. Et j'avais très, très envie de travailler comme journaliste. Je m'étais dit, c'est pas la peine de redoubler. Moi, ce que je veux, c'est travailler sur le terrain. C'était être une journaliste. vocation pour toi? Ah oui, je voulais être Ouais. journaliste depuis l'âge de 14-15 ans à peu près. Tu te rappelles Mais- pourquoi? Enfin, il y a eu quelque chose, un déclic. Enfant de la télé. Enfant de Voilà, la télé. j'ai envie de Ouais. parodier ce que dit Arthur, mais vraiment, je regardais chez moi. Et à l'époque, il y avait beaucoup de très belles figures féminines comme Anne Sinclair et Christine O'Krent. Et vraiment, j'avais envie, pas forcément d'être à leur place comme journaliste à la télé, mais travailler pour la télé. Ouais, ça, c'est la petite lucarne en fait qui me fascinait. Moi, j'ai grandi avec un papa italien qui m'a beaucoup amené à la Galerie des Offices et dans les plus grands musées italiens chaque vacances. Et du coup, je pense que tout ce qui est dans un cadre m'a toujours fasciné. Donc la télé me fascinait, la peinture me fascinait, le cinéma me fascine toujours autant et c'est dans un cadre. Comment tu as réussi à rentrer du coup? Donc tu nous disais Sciences Po. Sciences Po, j'ai travaillé très vite tout de suite. Je fais partie de cette génération, effectivement, où à l'époque, Sciences Po, c'était rapide. En 3-4 ans, c'était fait. Maintenant, ça dure 5 ans. C'est long, il faut faire des tas de stages, etc. Pareil, j'appartiens à une époque bénie où on pouvait envoyer des CV à droite à gauche pour faire des stages. Donc j'ai envoyé des CV justement à Anne Sinclair, à Michel Denisot, à Philippe Alfonsi à l'époque. Il y avait une super émission sur l'histoire sur France 3. Et c'est comme ça que j'ai démarré grâce à Philippe Alfonsi. Voilà. Tu avais cette sensibilité culturelle, on parlera après de ton engagement, mais ce qui t'a amené à devenir Madame Cinéma, enfin, c'était une opportunité, c'était déjà une passion, c'est une passion. J'avais 2 passions, la politique, la culture. Ouais. J'ai l'impression d'avoir conjugué les deux dans certains de mes métiers, notamment à Unifrance et aujourd'hui. Et effectivement, je n'imaginais pas quand même à l'époque, je ne viens pas du tout d'un milieu où on avait l'habitude ni de la politique, ni beaucoup de la culture, enfin encore que par la fréquentation des musées, oui. Mais disons que je me suis dit que c'était possible. Je me suis, je sais pas, mis en tête que c'était possible. Il y a des gens effectivement qui s'auto-censurent, qui se disent c'est pas possible, je peux pas faire Sciences Po alors que personne dans ma famille n'a fait Sciences Po. Je sais pas, je me suis dit surtout que c'était un moyen de faire des études courtes, rapides pour pouvoir travailler très très vite. J'avais vraiment envie d'être active. Et je pense que mon premier bulletin de salaire, dès que j'ai commencé vraiment à travailler, j'avais 22 ans. Donc, comment se j'étais sont très passées contente. tes premières années dans le métier? J'ai travaillé avec passion, acharnement, détermination. J'adorais ce que je faisais. J'étais donc à la télé, là où je voulais être. Donc c'est bien peut-être d'avoir sa place et de se sentir à sa place. Et j'étais tellement passionnée que je travaillais beaucoup et ça devait se sentir. Donc peut-être que des gens l'ont apprécié. Et en tout cas, à chaque fois que j'ai travaillé avec certaines personnes, j'ai été appelée. Voilà, il y a Bernard Pivot qui m'a appelée, Michel Denisot qui m'a appelée, Alain Degreffe qui m'a appelée. Je pense que les gens ont dû percevoir peut-être une forme de sincérité, de conviction, de force de travail. Comme me l'a dit Anne Sinclair un jour, 95% de travail et peut-être 5% de talent, peut-être. Tu te qualifiais d'ambitieuse? Non, si ce n'est que j'avais de l'ambition pour la vie en général. Moi, je suis une amoureuse de la vie, donc j'avais envie d'avoir une grande vie.
voilà, une vie avec beaucoup de grandeur, comme j'écoutais de la musique et j'allais voir beaucoup de peintures et beaucoup de films. J'avais envie que ma vie ressemble au cinéma. Et voilà, et pas suivre surtout la phrase de Truffaut, le cinéma c'est mieux que la vie. Parfois ça peut être vraiment bien la vie. Et du jour où j'ai trouvé ma place aussi et ma manière de parler avec des jeunes, je me suis dit je vais leur montrer que même sans diplôme, on peut réussir. Et même finalement, j'ai qu'un seul diplôme, c'est le bac. Et même si c'est un petit peu faux, parce que j'ai quand même fait Sciences Po, je pense que c'est important de dire à beaucoup de jeunes, surtout aujourd'hui, que même avec peu de diplômes, vous pouvez réussir avec justement une grosse volonté, une grosse détermination. Et c'est ce que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut se définir autrement que par un diplôme. Moi, j'ai mis Cinema Lover ou Trying to be a Changemaker. Voilà, on peut mettre un peu autre chose, mais pitié pas ancien élève d'HEC, ancien élève de Sciences Po, tout ça, on s'en fout, quoi. On en est où justement sur ce sujet du diplôme, égalité des chances? Est-ce que c'est vraiment possible encore aujourd'hui, de ton point de vue, de ce que tu vois, d'arriver à émerger, d'avoir une carrière comme celle que tu as, Moi, j'y sans crois. diplôme J'y crois. Alors, je sais que c'est pas forcément le bon discours à tenir à tous les jeunes. Je pense que bien sûr, il faut des formations, mais les formations, elles s'apprennent aussi sur le tas. On voit aujourd'hui un vrai problème avec les étudiants qui ont master ceci, master cela. Ils ont parfois 3 masters, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Je crois que les chiffres sont très inquiétants d'ailleurs dans la période très récente où on voit de jeunes diplômés rester parfois 1 an avant de trouver du travail, alors que par ailleurs, un élève d'un lycée pro ou quelqu'un qui a fait des alternances, c'est-à-dire avec une expérimentation très très concrète, très vite de ce qui peut être son futur travail, il trouve beaucoup plus de travail. Voilà, il y a compétences égales. Celui qui semble moins diplômé a plus de chances aujourd'hui de réussir sa vie d'une certaine manière. Ça dépend de ce qu'on appelle réussir sa vie. Mais j'aime bien l'idée que dans les lycées pro, et ça fait partie d'une des missions aujourd'hui que je me suis donnée au sein de la Fondation et avec des belles associations comme Télémac notamment, de revaloriser les lycées pro et de dire voilà, les lycées d'excellence, c'est aussi eux. C'est pas seulement Janson de Sailly, Victor Duvry, si on parle des lycées parisiens. Mais quand on fait un lycée pro, on a pratiquement 100% de chance de gagner sa vie juste en sortant de l'école, d'avoir un job assez gratifiant et pas un si mauvais salaire que ça. Parce que parfois, moi, je vois des étudiants qui ont fait beaucoup de très grandes écoles et qui plafonnent à 2 500 € pendant des années. Presque 50% de mon job, c'est de redonner de l'espoir à des jeunes qui ont perdu espoir, qui sont persuadés qu'ils resteront toujours à tenir les murs dans leur banlieue, qui ne trouveront jamais de boulot. Et ben, je leur dis que non, c'est possible et on peut lutter contre ce fatalisme. Il ne faut surtout pas céder au défaitisme. Et on est face à une génération, au-delà de ceux qui sont en banlieue, on est face à des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'espoir, sont persuadés que la crise climatique va leur peser sur les épaules pendant de longues années, le ciel va leur tomber sur la tête, la guerre est à nos portes, etc. etc. Alors c'est vrai qu'ils ont des raisons d'être un peu anxieux, je les comprends, c'est pas facile, ça a été très dur aussi pour des générations précédentes, mais redonner de l'espoir, c'est important. Une société dont les jeunes ont perdu espoir, c'est une société qui va dans le mur, et c'est ce qu'il faut combattre, et également parce que en général, ça les amène vers les deux extrêmes. Donc c'est aussi pour ça que je pense que la mission des fondations, c'est de redonner de l'espoir aux gens et de créer une forme d'émerveillement même. Ta période de journalisme et toutes les années que tu as passées à la télé, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui et quel est le regard que tu portes sur cette période et sur ce que ça t'a apporté aujourd'hui à toi? 2 choses principalement. D'une part, il y a cette phrase chez tous les journalistes où on dit journaliste un jour, journaliste toujours. Donc en fait, même si on n'a plus la carte de presse, on a toujours les mêmes réflexes. Et la deuxième chose la plus importante, c'est la curiosité. Donc, rester extrêmement attentive à tout ce qui se passe dans le monde, dans la société, d'avoir des capteurs, d'avoir les bons moyens d'information, malheureusement on le voit, c'est de plus en plus important, checker, vérifier toutes les informations, ne pas se contenter d'une source, d'avoir aujourd'hui. 4, 5, 10 personnes, voilà, passer son temps à téléphoner, vérifier effectivement que dans ce qui me concerne, il faut bien aider telle association et pas telle autre, qu'elle est efficace sur le terrain, qu'il n'y a pas de malversation financière, etc. etc. Donc voilà, c'est une méthodologie qui est dans mes veines, qui coule en moi et qui m'inspire toujours autant. Une forme de curiosité et de sur-checking de tout ce que je dis, de tout ce que je fais. Mon expérience à la Fondation, c'est pas seulement une expérience de mécénat et d'association, parce que je connais ce milieu-là depuis près de 30 ans. En revanche, ce que je ne connaissais pas et ce que j'ai découvert, c'est le monde de l'entreprise. Une grande entreprise du CAC 40. Il y a des codes. Et même à mon âge, j'ai dû, comme un petit jeune qui arrive de sa banlieue, apprendre les codes de la grande entreprise du CAC 40. Comment t'y es arrivé là alors? Très simple. Vraiment une envie. L'envie d'aider, l'envie d'être utile,
Donc, certes, c'est pas original, d'autant plus que tout ça est bienvenu. Enfin, ça était en germe déjà depuis longtemps, mais c'est venu aussi pendant le Covid où je tournais en rond dans mon appartement, etc. Et j'avais vraiment envie d'être utile. Donc, je pense qu'on est nombreux quand même à avoir eu des vocations qui sont nées pendant le Covid. Donc, l'envie de se dire, je me lève le matin pour telle et telle raison. Pas pour gagner de l'argent, pas pour faire plus d'audience que RTL, pas plus pour... voilà, non, mais bon. Souvent, la vie est parfois résumée à cela. C'était ça le sens Il n'y avait pas que ça, mais quand on est journaliste, oui. Quand on est à France Inter, on a envie d'être première radio de France et on a envie de tailler des croupières aux autres, hein, c'est sûr. Et pareil, moi, j'ai vraiment grandi aussi à Canal+, France 2, etc. Toutes les chaînes de télé par lesquelles je suis passée, c'était vraiment les audiences à 9h du matin et il fallait faire mieux que son voisin. Donner du sens. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression de faire le même métier qu'avant. J'ai l'impression de faire toujours le même métier. Mon métier a toujours été de transmettre, de donner des informations, d'alerter et de donner. Donc du coup, là, je suis vraiment plus dans le don. Je donne de l'argent, mais être une fondation, ce n'est pas que faire un chèque et donner de l'argent. C'est aider des gens à améliorer leur vie quotidienne. C'est faire en sorte que des gens qui ont des ONG, qui sont responsables d'institutions, qui sont des chercheurs, des artistes, etc., leur donner les moyens d'agir. C'est la raison aussi pour laquelle on en a fait le slogan de la fondation. Mais c'est permettre à des gens de faire encore plus grand et justement d'augmenter leurs rêves, comme on le disait au début. Et finalement, quand on est face à une caméra sur Canal+, ou quand on est au micro de France Inter, c'était aussi un petit peu ça ce que je faisais. Donc j'avais l'impression d'être un tout petit peu utile. Je pense que j'ai fait rêver des gens. Encore aujourd'hui, ça ne m'épate toujours de croiser des gens dans la rue qui me disent « Quand vous étiez à Canal, grâce à vous, j'ai découvert Steven Soderbergh ou Wong Kar-wai. Je ne pensais pas du tout aimer tel et tel cinéma. Vous m'avez fait découvrir le cinéma asiatique. » Mais ça reste un bonheur, c'est un kiff total pour moi. C'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. Et comme me l'avait dit un jour Pierre Tchernia, là, je vous dis des mots que les gens nés dans les années 90 ne comprennent pas. Pierre Tchernia, un jour, m'a dit être journaliste à la télé, c'est être un instituteur souriant. Et j'aime beaucoup cette définition parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été avec une vocation en fait, de prof ou d'instit raté, etc. En tout cas, frustrée de ne pas pouvoir être prof. Donc, j'avais l'impression de faire ça à Canal. Je l'ai fait à Inter, je le fais aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai l'impression de donner un maximum d'informations à l'extérieur comme à l'intérieur. On en revient. Donc, à l'intérieur d'une grande boîte du CAC 40, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est leur dire mettre beaucoup d'argent, l'argent que vous n'allez pas utiliser pour faire des profits, l'argent qui ne sera pas utilisé dans la banque, mettez-le dans le mécénat. Essayez d'être audacieux, essayons d'aller jusqu'à même 1% du RNPG. Pourquoi pas ? C'est beaucoup, certes, quand on fait 12 milliards de profits, etc. Mais on peut se fixer des ambitions pour simplement avoir un impact sur la société, un impact social et environnemental. Et on peut vraiment changer la donne. Et je le vois effectivement parce que bien sûr, je ne vous parle pas en ravi de la crèche, je suis arrivée dans une fondation qui est une grande fondation, qui a une histoire derrière elle, 40 ans d'histoire, avec notamment 20 ans d'action en Seine-Saint-Denis, je prends juste cet exemple. Et ben, je pense que la fondation BNP Paribas a changé la vie de milliers de personnes, pas de centaines de personnes, de milliers de personnes en Seine-Saint-Denis depuis maintenant 20 ans. Donc voilà un petit exemple de ce que l'on fait. Par ailleurs, donner des bourses à hauteur de 7 millions d'euros tous les 3 ans à des chercheurs qui essayent de nous trouver des solutions contre le changement climatique. Ça serait, voilà, s'ils trouvaient des solutions miracles, ça serait formidable. En tout cas, il y a des solutions qui, pas à pas, comme le colibri, sont trouvées dans ce domaine, dans la recherche scientifique. Et puis, troisième domaine, vous l'avez dit, aider des artistes, ça reste vraiment essentiel à l'heure actuelle, surtout quand on vit une période de restrictions, de subventions publiques, privées, etc. Et puis, les artistes sont là pour nous enchanter, nous émerveiller, nous donner de l'espoir et augmenter nos rêves. Pourquoi accompagner l'innovation culturelle ? Pourquoi financer des artistes ? Tu vois, en quoi est-ce que c'est le rôle et pourquoi, du coup, allouer ces moyens, ces actions ? Parce qu'on vit au XXIe siècle et parce qu'on ne peut pas en rester aujourd'hui à la définition de Milton Friedman, où une entreprise est faite uniquement pour faire des profits. Un peu comme ce que je racontais, beaucoup de gens, pendant le Covid, se sont dit « Mais est-ce que ma vie, c'est simplement gagner un salaire, métro, boulot, dodo ?» À partir de combien de milliers de dollars, à partir de combien de milliers d'euros par an, on est plus heureux ? Voilà, les questions qu'on se pose aujourd'hui sont celles du XXIe siècle. Je ne sais pas s'il est plus spirituel que d'autres siècles, mais en tout cas, aujourd'hui, une entreprise, elle ne peut pas se cantonner à juste faire de l'argent, faire des profits. Elle doit être engagée. L'entreprise du XXIe siècle, c'est une entreprise qui choisit l'engagement. Et l'entreprise qui ne choisit pas cela, c'est une entreprise qui reste scotchée au XXe siècle et qui va être dépassée. Et toutes les entreprises aujourd'hui, ne serait-ce que pour recruter, sont obligées
d'avoir des valeurs, une feuille de route, une raison d'être. Et le mécénat est l'une des incarnations possibles de cet engagement et de cette raison d'être. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, non seulement on est au XXIe siècle, mais on est en 2025. Nous vivons dans un monde de multicrises, des plaques tectoniques qui se rencontrent, et je pense qu'effectivement, il faut en 2025 que l'entreprise, quelle qu'elle soit, prenne conscience de son rôle citoyen. Et j'ajouterais que non seulement on est au XXIe siècle, on est en 2025, mais on est en Europe. Et l'Europe aujourd'hui vit là encore un basculement, un turning point, un point de bascule énorme. Et il faut absolument qu'elle prenne la conscience de sa souveraineté. Et ça, c'est un nouveau rôle aussi pour les entreprises européennes. Donc il faut s'engager, peu importe où, dans la culture, dans la défense, dans la biodiversité, dans la solidarité, peu importe. Mais en tout cas, il faut que l'entreprise aujourd'hui soit engagée. Et de toute façon, si les chefs d'entreprise, si les CEO ne le décident pas, ce sont les salariés qui vont le décider. Ils le décident d'eux-mêmes. De toute façon, aujourd'hui, celui qui est bon, qui sort de l'école, il va non pas vers l'entreprise la plus performante, qui fait le plus de profit, il va vers l'entreprise qui a le plus de valeur. Donc de toute façon, ce sont souvent les citoyens qui décident. On voit quand même que c'est pas si simple. Malgré tout, on voit peut-être un point de basculement là, où effectivement, je pense que le Covid a quand même amené énormément de dirigeants à se poser des questions sur le sens. Beaucoup. Il y a une révolution silencieuse, peut-être que ça ne se voit pas. Comme souvent en France, par rapport au reste de l'Europe, on est toujours un petit peu en retard. Mais je vois qu'il y a eu des études, notamment, qui ont été publiées par Havas, où la dernière enquête qui a été faite, je pense qu'elle montrait à quel point la défiance, et c'est un problème vis-à-vis des politiques. Aujourd'hui, les Français ont perdu confiance. Il y a la confiance envers les politiques, c'est 16%. La confiance envers les entreprises, c'est, je ne sais plus, 52%. Enfin, je dis ça vraiment de mémoire, mais les équilibres sont là. Les gens ont plus confiance dans le monde de l'entreprise, qui apparaît aujourd'hui comme un lieu apaisé. Quand on a effectivement le spectacle que l'on a dans les deux chambres, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec des gens qui s'interpellent, qui s'invectivent, etc. Quand on a une polarisation du débat, on a le monde politique qui devient totalement sectaire et polarisé, le monde médiatique est lui aussi qui perd la tête, on ne sait plus où sont les bonnes informations, où sont les fake news et qui dit quoi. Et je pense qu'effectivement, l'entreprise apparaît aujourd'hui comme le seul lieu, le refuge presque, un endroit où on peut dialoguer, on peut être de telle culture, de telle religion, s'entendre bien, faire des choses ensemble, éventuellement même créer des bons produits, faire des belles choses, avoir de l'impact positif, faire des yaourts qui peuvent améliorer notre santé ou fabriquer des bons médicaments, ne pas polluer, etc. etc. Donc l'entreprise devient en fait un nouveau pays à redécouvrir, d'une certaine manière. Et effectivement, c'est un lieu très citoyen et républicain. Au-delà du concept, est-ce que tu vois, toi, vraiment un changement dans la manière dont les jeunes aujourd'hui raisonnent? Parce que quand on dit c'est une demande, et nous, on l'a vu dans les entretiens qu'on fait passer, on nous pose systématiquement la question, qu'est-ce que vous faites? Mais je le vois et je l'entends. Donc il y a des études qui sont publiées, j'ai cité celle d'Havas, mais il y en a certainement d'autres. Je l'entends de la part des jeunes qui effectivement exigent d'être dans des entreprises qui ont des valeurs, qui ont des engagements. Et je l'entends aussi dans la voix de certains chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que je disais que c'est une révolution silencieuse qui s'impose à nous. Et celui qui reste dans l'idée qu'il faut faire du profit, tant mieux, c'est vrai. Et puis un petit peu redistribuer-le. C'est pour ça que ce fameux dividende social, etc., qui existe dans certaines entreprises, dans certaines banques et qui existe aussi chez nous, donc chez BNP Paribas, c'est très important. Faites faites des milliards de profits, tant mieux, et puis vous le redistribuez. Vous serez toujours gagnant. Et quand je disais que je l'entendais dans la bouche de certains patrons, je pense à des gens comme Thierry Marx qui ont fait leurs preuves, qui ont des entreprises qui ont beaucoup de succès, il fait des profits, mais il a également le souci d'avoir un impact social. Il favorise l'insertion de certains jeunes, il a créé des écoles, il a créé tout un système, effectivement, d'économie à impact positif. Je l'entends aussi, je vais citer un autre exemple, Jean-Laurent Bonnafé qui disait on ne peut pas gagner dans un monde qui perd. Là aussi, c'est une manière de dire ça s'impose à nous. On ne peut pas aujourd'hui être un chef d'entreprise qui veut faire que des profits si par ailleurs il y a des injustices sociales à sa porte. Et on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. On a beaucoup parlé du Covid dans la recherche de sens. Mais les Gilets jaunes, c'est une interrogation pour nous tous. C'est l'expression d'une injustice sociale, de gens qui ne gagnent pas assez leur vie et qui manifestent leur mécontentement de manière extrêmement violente. C'est la polarisation de la société qui, de toute façon, est installée pour de nombreuses années. Donc on ne peut pas se dire que l'entreprise est en dehors de cette vie politique, publique. L'entreprise, elle est forcément
politique et citoyenne, au sens noble du terme. Elle a forcément ce rôle à jouer, et on peut ajouter un rôle républicain quand des gens, effectivement, critiquent les valeurs de la République. Donc on est amené aussi à parler de la laïcité, du rôle de la religion, du respect entre les hommes et les femmes, etc. Donc on ne peut pas gagner dans un monde qui perd, c'est-à-dire dans un monde qui serait à la fois hyper pollué, avec des gens mécontents et qui passeraient leur temps à manifester leur mécontentement. Je ne vois pas comment une entreprise peut rester, peut rester stable. Donc il faut que l'entreprise soit au cœur du village, et cet impact social et environnemental, ce n'est pas que du greenwashing. Là encore, il n'y a pas que le mécénat comme vecteur pour exprimer des engagements. On peut faire un fonds de dotation, on peut exprimer ses engagements de 1000 manières, on peut mettre une direction de l'engagement au sein du COMEX, ce qui existe, donc quand même pas tant d'entreprises que ça. Pionnière a été BNP Paribas à le faire, effectivement, et c'est tant mieux, pour que l'engagement soit vraiment un axe stratégique dans le plan stratégique de l'entreprise. Je pense que là, c'est intéressant. Mais je citerai peut-être encore d'autres patrons. J'ai discuté avec Pascal Rigaud, qui dirigeait Starbucks aux États-Unis il y a quelques années. Il parlait des 3 C. Et effectivement, les 3 C, c'est le collaborateur dans l'entreprise, le citoyen et le consommateur. Ils ne se divisent pas en 3. Moi, je ne me divise pas en 3. Quand je rentre le matin, je mets un pied dans l'ascenseur, ou quand j'ouvre mon ordinateur au bureau dans mon bureau de BNP Paribas, je n'abandonne pas la citoyenne ou la consommatrice que je suis. Donc, je suis toujours avec mes convictions. Si je suis féministe chez BNP Paribas. Je suis écolo chez BNP Paribas. On est un seul et même individu. Et je pense que c'est ça le 21e siècle. Et c'est ça ce que doivent avoir en tête les CEO. Quand ils cherchent à faire du profit, il faut qu'ils se disent qu'effectivement, ils cherchent à satisfaire des consommateurs exigeants, des salariés et des collaborateurs qui ont aussi des compétences, mais aussi des exigences, et des citoyens qui sont dans leur entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, et qui peuvent aussi exprimer leur mécontentement. Surtout, je le répète, quand on vit dans un pays comme la France, qui est l'un des pays les plus inégalitaires, notamment avec des inégalités éducatives, où on n'a pas tous droit aux mêmes chances quand on accède à l'école. Et l'étude récemment que je voyais, c'était elle a été diligentée par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Un enfant moyen ou médiocre ressort de l'école 5 ans après, toujours aussi moyen et médiocre. Donc il y a une faillite de l'éducation nationale en France aujourd'hui en 2025. Et s'il y a un grand chantier auquel on peut tous s'atteler, voilà l'une des missions qu'on peut se fixer. Voilà une mission du mécénat, une mission en tout cas c'est la mission que la Fondation BNP Paribas s'est fixée, c'est améliorer l'éducation et la formation de la jeunesse en France. Quand tu prends ces fonctions, tu disais la Fondation BNP Paribas avait une histoire. Comment se passent tes premiers temps? Mes premiers temps? Ouais, ta prise de fonction entre... J'observe et ensuite j'agis, voilà. En bonne journaliste. On m'a offert un très beau cadeau, un luxe. On m'a dit pendant 6 mois, tu peux tout observer. Donc j'ai fait le tour du monde en visio. J'ai questionné beaucoup de gens dans les 64 pays où est installé BNP Paribas. J'ai questionné des gens qui sont haut placés et des gens qui sont au bas de l'échelle. J'ai questionné beaucoup d'associations et des bénéficiaires. Et puis après, j'ai essayé de faire un plan stratégique, parce qu'une fondation doit se doter d'un plan stratégique. Quand je disais que, en fait, une association et une fondation doivent fonctionner exactement comme une PME, il faut avoir des logiques d'efficacité et d'impact. Moi, j'ai effectivement 2 outils en main, un dans la main gauche, un dans la main droite. L'impact, il faut que chaque euro soit dépensé à bon escient, il faut calculer l'impact, être capable de le mesurer. Et de l'autre côté, j'ai une arme infaillible qui s'appelle l'innovation sociale. Donc là encore, c'est une manière de dire, le mécénat, qu'est-ce que c'est? C'est des prises de risques. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour un CEO, c'est de se dire, le mécénat, c'est aussi mon job à l'année. C'est de l'innovation, c'est d'aller chercher les meilleurs qui innovent, qui se disent, tiens, au Resto du Cœur, ils ont inventé ci, ils ont inventé ça. Tiens, à la FRM, à la Fondation pour la recherche médicale, ils ont trouvé tel et tel moyen. De l'innovation, être constamment nourri, s'inspirer en permanence de l'innovation qui vient de la société. On parle beaucoup de l'innovation en tech, mais l'innovation sociale, elle existe partout dans le monde. Bill Gates en a été le meilleur des promoteurs et il a montré comment on pouvait supprimer la malaria en Afrique en l'espace de 5 ans. Bravo, voilà, efficacité, chiffres, impact, innovation. Tu te considères chef d'entreprise aujourd'hui? Alors,
D'une certaine manière, oui, je peux être CEO d'une fondation, ça me fait rire un peu, ça me fait sourire parce que je ne me suis jamais prise au sérieux, même quand j'étais journaliste. Mais oui, effectivement, il faut diriger les fondations et les associations exactement comme sont dirigées les entreprises. Et c'est ce qui s'appelle la venture philanthropy. C'est-à-dire qu'en France, on a une philanthropie qui n'est pas assez proche de la philanthropie en Angleterre et aux États-Unis, qui est vraiment obsédée de l'impact et de l'efficacité. On est encore un peu old school, on fait des chèques, on donne de l'argent, on ne cherche pas à vérifier. Est-ce que ça a vraiment servi? Et malheureusement, cette culture-là, elle est très française, c'est-à-dire que vous la voyez beaucoup. Dieu sait si j'ai beaucoup travaillé avec les ministères. Pendant 6 ans de ma vie, j'ai travaillé avec le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Je vois bien qu'il y a une culture des élites et de la haute fonction publique où on donne de l'argent, mais on ne vérifie pas toujours à quoi il sert, etc. Ça donne ensuite des livres. Il y a un livre qui vient de sortir sur les subventions de l'État accordées aux entreprises. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension. On vit dans un monde, malheureusement, et ça fait partie aussi du job que s'est fixé, d'une des missions que s'est fixée la Fondation BNP Paribas, c'est d'essayer d'améliorer non seulement l'éducation des jeunes, mais aussi l'éducation économique. Il faudrait que peut-être en France, on comprenne mieux à quoi sert l'économie et que même, effectivement, dans le monde philanthropique, on essaye d'adopter des manières de faire, des manières de gérer exactement comme une entreprise. Et peut-être qu'il faudrait beaucoup plus divulguer, il faudrait faire passer tous les responsables d'associations à ce micro pour qu'on puisse avoir dans le grand public une autre image du monde associatif. Je pense qu'on imagine à la fois dans le mécénat et dans le monde associatif, on a des images comme ça qui nous viennent. On imagine une dame avec un collier de perles, ou on imagine un type qui est habillé de manière, je ne sais pas comment, mais voilà, le monde associatif fait naître tout de suite des préjugés et des images. Et il faut vraiment s'imaginer que c'est autre chose. Je pense notamment France Terre d'Asile, je vous donne juste un exemple, c'est plus de 1200 salariés. L'ONG CARE, qui agit dans le monde entier, c'est 17 000 salariés. Et les gens qui sont à la tête de ces associations, bien souvent, ont fait les mêmes études que les CEO. C'est-à-dire ils sont passés par HEC, par l'EM Lyon, etc. Il y a heureusement aujourd'hui à l'ESSEC et dans pas mal de grandes écoles des formations à la philanthropie. Mais on peut aussi ne pas faire de formation à la philanthropie et faire une formation de manager et manager aujourd'hui des ONG. Et donc j'en appelle à une meilleure professionnalisation de la philanthropie française. On est quelques-uns à militer pour cela avec la Venture Philanthropie. Je pense notamment à la fondation Alpha Omega qui le fait, mais il y en a d'autres aussi. Et on est quelques-uns à se battre, parce qu'il faut vraiment se battre contre des préjugés pour qu'effectivement les associations puissent embaucher des jeunes qui sortent des grandes écoles, qu'on puisse les payer mieux. Moi, franchement, si je pouvais développer, avoir une part de mon budget qui soit uniquement pour financer les salaires des 20 associations les plus innovantes et les plus efficaces en France, je le ferais. Et effectivement, tous ces jeunes qui veulent du sens, moi je leur dis c'est bien beau, parce que parfois ils ne font que s'exprimer sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux pour dire oui, on veut un monde meilleur, etc. Et à bas le grand capital. Donc à un moment donné, il faut leur dire, bon, tu veux vraiment changer le monde, viens bosser dans les fondations, on a besoin de gens comme toi, et viens bosser dans les associations. Et je pense que c'est un peu ça aussi, il y a des préjugés aussi dans les grandes écoles, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de préjugés et qu'on n'est pas conservateur. Donc du coup, c'est intéressant aussi de modifier, moi mon but c'est de modifier la philanthropie, de contribuer, à modifier la philanthropie française et l'amener plus vers l'impact et l'innovation sociale. Il faut regarder aussi ce que fait la Fondation La France s'engage à ce niveau-là, ils sont parmi les meilleurs promoteurs de l'innovation sociale. Pourquoi est-ce que BNP, via sa fondation, a choisi ces combats-là? Est-ce que toi, tu as... Mais justement, pour avoir un impact sur la société, pour avoir un impact, il faut avoir des mesures d'impact. Si on se dit qu'aujourd'hui, il y a 100 000 jeunes en France qu'on appelle NEET, sans formation, sans éducation, en tout cas qui sortent du système scolaire sans avoir de diplôme ni de réelle formation, on se dit, ils sont 100 000, on est une des grosses fondations en France, on va se donner comme mission, voire comme responsabilité citoyenne, de faire passer les 100 000 à 80 000, voire à 70 000. Comment on fait? On se donne des outils, on se fixe donc des objectifs et on cherche les leviers, les moyens d'atteindre ces objectifs. Et on se dit, je vais travailler peut-être avec les 3 associations qui sont les meilleures, les plus efficaces pour faire passer de 100 000 à 80 000 ou à 70 000 le nombre de décrocheurs en France. Donc c'est et comme on va ça fixer que tu 2 ou 3 définis, ans. C'est exactement comme ça que tu définis un plan stratégique pour une fondation. Moi, tu pars d'un constat. Voilà, j'ai fait un plan à 3 ans et à 5 ans avec des objectifs, des KPI et avec également un alignement, si possible, sur le plan stratégique de BNP Paribas qui s'appelle GTS, Growth Tech Sustainability. Et donc, du coup, bien sûr qu'on est beaucoup plus sur le S. Mais on s'intéresse aussi aux leviers de croissance parce que je pense qu'une fondation peut aussi servir de levier
Si par exemple je prends Les Déterminés, qui est une magnifique association qui sert à favoriser la création d'entreprises dans les quartiers, si on leur donne plus d'argent, il va y avoir plus de créateurs d'entreprises. Si on aide l'ADI, il y aura de plus en plus de micro-entrepreneurs et tout ça va faire fructifier l'économie. Et l'économie a un impact. Voilà, si on fait fructifier l'économie à impact positif, c'est bien pour l'économie. BNP. Voilà, ça revient. Et ça revient, enfin je voulais te poser la question. Virtueux. Et je pense que c'est intéressant d'être dans les pas d'un plan stratégique de la première banque européenne, de se dire, voilà, je me mets dans ces pas et je vais essayer moi aussi avec mes leviers de faire en sorte que dans la société, il y ait de plus en plus de citoyens éclairés, de jeunes bien formés, de créateurs d'entreprises, de femmes émancipées, moins de féminicides, tout a un impact économique. Tout est économie. On a beaucoup parlé de politique au début. Tout est politique et tout est économie. J'ai peut-être pas eu mon diplôme de Sciences Po, mais en tout cas, ma matière forte, c'était l'économie. J'ai toujours été passionnée d'économie. Et donc, du coup, moi, je pense qu'effectivement, c'est passionnant de voir à quel point l'économie nous concerne tous. Et je trouve vraiment dommage qu'il y ait si peu de culture économique chez les Français aujourd'hui. Et je pense que c'est passionnant de travailler avec des gens qui essayent de redonner le goût de l'économie à chacun. Et bien sûr qu'on a l'idée du grand capital, etc. Quand on parle de la taxe Zuckman, on voit bien à quel point les conversations ou même les débats politiques ou les discussions dans les médias peuvent vraiment aller vers tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'effectivement, si on avait une meilleure connaissance de l'économie, on sortirait peut-être d'autres outils que la taxe Zuckman. Et pour l'instant, réflexion basique, pour moi, le mécénat est très efficace, pour l'instant, plus efficace que la taxe Zuckman. Tu vois, sur ce sujet de la définition. Et c'est le patron de Doctolib, Stanislas Neufchâteau, qui l'a dit aussi. On ne soupçonne pas à quel point le mécénat est mal connu, mal compris en France, mais surtout, c'est un levier. C'est un levier d'innovation, c'est un levier de création. Ce que fait L'Oréal, de travailler pour les femmes. L'Oréal est une marque dont le public, les clients, ce sont des consommatrices. Du coup, ils sont restés proches de l'univers féminin, Kering aussi, Chanel aussi d'une certaine manière. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent vraiment d'autres chantiers. Je travaille beaucoup avec Chanel et on est ensemble, notamment sur la question des réfugiés. Donc, quel lien entre Chanel et les réfugiés ? Il n'y en a aucun, mais justement, je pense pas donc, que... il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle. On peut tout se permettre. Il faut tout se permettre. Il ne faut pas avoir peur du greenwashing. Il faut tout de suite mettre un pare-feu. C'est... Comme en amour, il y a des règles tout de suite, consentement, pas consentement, etc. Il faut tout de suite dire, non, moi je ne fais pas de greenwashing. Comment est-ce qu'on prouve sa sincérité ? Ça, c'est les commissaires de police qui pourraient répondre. Comment je prouve je suis innocent, monsieur. Non, mais il y a un peu de ça quand même dans le greenwashing. Moi, je trouve qu'effectivement, le meilleur remède, c'est l'impact. C'est donner 2-3 chiffres. Voilà. BNP Paribas a aidé en 2 ans, les 2 dernières années, 187 000 réfugiés partout dans le monde. Voilà. C'est autant que le nombre de salariés de BNP Paribas. On donne des chiffres. Pour moi, les chiffres, c'est formidable. Je ne suis pas du tout une matheuse de formation, mais je trouve que les chiffres, au moins, c'est le meilleur outil contre... C'est l'impact. Voilà. C'est pour ça que l'impact et la mesure d'impact, il faut y accorder beaucoup d'importance. C'est tout le temps se remettre en question. Les mesures peuvent évoluer, peuvent changer, etc., etc. C'est ça ta principale préoccupation de CEO d'une fondation ? C'est l'impact ? Ah oui, vraiment, vraiment. Dans mon plan stratégique, c'est vraiment ça. J'ai mes 2 outils, impact, innovation sociale, et de considérer le mécénat comme un incubateur et un accélérateur de solutions. Oui, tout à fait. Vraiment. Et c'est vrai que dans le plan stratégique, on utilise des mots qu'on utilise effectivement, joint venture, venture philanthropie, etc. Enfin voilà, franchise sociale. Télémac est une très belle asso justement qui parle de franchise. C'est pas Marionneau pourtant, mais effectivement, je pense que c'est intéressant d'utiliser les beaux mots de l'économie pour parler de ce que l'on fait. Je regrette aussi que quand on parle de la culture économique des Français, elle se limite parfois à la critique ou non des ultra-riches et qu'on n'ait pas du tout la conscience de ce qu'est l'économie verte, l'économie durable, la finance durable, l'économie à impact. Il y avait une page dans les Échos Week-end qui s'appelait l'entrepreneur impact, qui a disparu malheureusement au profit de, je ne sais plus quoi, Green Impact, enfin bref. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours la conscience que cette fameuse transition que nous vivons tous, elle est à la fois sociale et environnementale. Et l'économie à impact, elle est sociale et environnementale et elle est très très utile. Dans La Repubblica, dans un quotidien italien, il y a tous les jours une page qui s'appelle Finance durable dans les pages économie. Je regrette que dans les grands quotidiens, effectivement, Le Monde, Les Échos, on ne parle pas de la finance durable ou de l'économie à impact plus souvent que ça. Ça participerait à l'augmentation de la culture économique des Français. Il pourrait se dire qu'effectivement, un chef d'entreprise n'est pas seulement quelqu'un mal aimé, critiqué, comme c'est souvent le cas, mais qui fait aussi... Il fait aussi des choses bien pour améliorer le fonctionnement de la société. Surtout quand les politiques dysfonctionnent, je le répète, c'est peut-être ce qui va nous arriver dans 2 ans. Donc quand les politiques dysfonctionnent, c'est vraiment bien qu'il y ait des fondations fortes, qu'il y ait des associations très fortes et très bien gérées,
et qu'il y ait beaucoup de fondations. On a à peu près en France 5000 fondations et fonds de dotation. Il y en a un petit peu plus en Espagne, en Italie, en Angleterre bien sûr, où il y a une grosse culture philanthropique. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup d'efforts pour qu'il y ait plus de mécénat en France. Il y a 9% des entreprises qui sont mécènes, c'est très peu. Donc l'un de mes moteurs, les raisons, vous me parliez de conviction, de sincérité, etc. Pourquoi je suis sincère, spontanée, passionnée, convaincue de ce que je fais, c'est parce que je veux qu'il y ait plus que 9% d'entreprises mécènes. Voilà, je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus en France. On a du retard, là encore on a du retard. On espère que via ce podcast, on contribuera à convaincre certains. Développent des fonds de dotation, créent au moins un poste dédié au mécénat. Et peut-être aussi avoir la conscience de cet autre outil qui est très peu connu, qui s'appelle le mécénat de compétences. Je mesure aussi à quel point, même chez mes collègues, quand je parle avec des journalistes, moi j'ai quand même des copains qui m'ont demandé c'est quoi une fondation, et le mécénat de compétences, ils ne comprennent pas bien ce que c'est. Et donc du coup, il faut vraiment utiliser cette force vivier de femmes, d'hommes qui sont capables de se relever les manches à plus de 60 ans pour aller bosser 1 an ou 2 dans une association. Quand on disait on va augmenter le niveau d'efficacité, le niveau d'impact et le niveau de professionnalisation des associations, c'est souvent aussi grâce à la venue d'un banquier, d'un ancien directeur juridique, d'une ancienne DIRCOM, d'un journaliste qui se dit je vais passer 1 an de ma vie avant la retraite ou 2 ans de ma vie à travailler au sein d'une ONG ou d'une association, et ça c'est très très utile pour la collectivité. Tu rends des comptes Oui, bien sûr, à tout le monde, à mon COMEX et à Jean-Laurent Bonafé en direct aussi, mais très souvent à mon COMEX et à tous les gens. Je me sens redevable pour vis-à-vis des 187 000 salariés de BNP Paribas, pas seulement au CEO et au directeur général de BNP Paribas. Je me sens responsable vis-à-vis de tout le monde. Si j'en viens à des... Et surtout vis-à-vis des bénéficiaires. Moi, je n'ai pas des clients, mais ce sont un peu mes clients. Et c'est drôle parce que très souvent, je repense à cette phrase d'André Rousselet qui disait « Il faut penser à l'abonné, on est au service de l'abonné ». On a démarré, j'ai eu la chance d'être au démarrage pratiquement de Canal. Enfin, je suis arrivée en 89, la chaîne a été créée en 84. Et c'est vrai que j'entendais tout le temps cette phrase. Il faut penser à l'abonné. Et au service, je passais beaucoup de temps aussi au service des sports parce que j'aime le sport. Charles Bietri, qui a été un innovateur aussi incroyable, qui était un patron extraordinaire, comme André Rousselet, comme Alain de Greff, comme Pierre Lescure. J'ai été à Bonne École, là aussi. Et c'est vrai qu'on nous disait, il faut penser à l'abonné, vous êtes au service de l'abonné. Et après, à France Inter, on m'a dit, on est au service des auditeurs, c'est le service public. Ces 2 beaux mots que sont le service public, mais tout le monde peut être au service du public, pas que le service public. Et j'aime beaucoup cette idée que je reviens en fait à ça. Quand je disais que je fais le même métier, c'est la même chose en fait. Je ne suis pas au service de mes clients comme dans une banque, mais pour moi, les nombreuses associations que j'ai la chance d'aider, de soutenir, d'accompagner, je suis à leur service en fait. Voilà. Et c'est ça une fondation, c'est pas juste faire un chèque à quelqu'un au Resto du Cœur et à la Croix-Rouge, ou faire un chèque à des chercheurs, c'est vraiment être à leur écoute et être surtout à leur service. Comment est-ce que tu engages l'ensemble des salariés du groupe BNP dans la démarche? Je crie très fort. Ça peut être une manière. Non, mais tu vois, est-ce que l'enjeu, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu cet enjeu-là? Est-ce qu'il faut les Comme embarquer? dirait Pedro Almodovar m'a répondu ça un jour. Comment vous faites des films? Est-ce que c'est scindé? La passion. Voilà. Et non, mais je suis désolée, c'est peut-être pas une réponse de plan stratégique, j'ai pas de slide. Mais... Et Jean Monnet, je lis en ce moment les mémoires de Jean Monnet, il a construit l'Europe sans slide, j'adore, parce que je suis dans une entreprise, effectivement, du CAC 40, où on a beaucoup la culture des slides, de la réunionite, les process. Et Jean Monnet, il allait avec une toute petite sacoche, il avait 3 feuilles, et il a été voir pays après pays, et il a construit l'Europe par son discours, par ses mots, par sa passion, par sa conviction, et avec 3 feuilles, voilà. Non, c'est pour ça que je trouve que la réponse est plutôt bonne, voilà, parce que ça donne aussi des idées, des perspectives. On crie très fort, la passion ou la méthode Jean Monnet. Je fais un petit mélange de ça. Je te posais cette question-là, puisque c'est des discussions que nous on a eues. Est-ce que la fondation BNP Paribas a son plan stratégique, prend ses décisions, mesure son impact, et après éventuellement fait un rapport qui est diffusé partout dans le groupe et les collaborateurs sont informés? Ou est-ce que ça a été un enjeu et donc une décision de votre part de dire les 180 000 collaborateurs de BNP Paribas vont jouer un rôle, on va les embarquer, on va les consulter pour sélectionner les associations? Enfin, comment est-ce que ça s'imbrique? Est-ce que c'est vraiment 2 piliers?
Non, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, la co-construction. Et je pense qu'aussi, 2025, on vit une époque, et c'est aussi des idées peut-être pour vous dans vos réflexions de fonds de dotation. Je pense que c'est intéressant de demander aux salariés quelle cause avez-vous envie d'adresser, qui avez-vous envie d'aider. Et je pense aussi, quand j'ai été au Portugal, voir les équipes de BNP Paribas qui sont nombreuses et surtout très jeunes, moyenne d'âge 35 ans, près d'une dizaine de nationalités. Je pense qu'effectivement, s'adresser par exemple à la cause des femmes, la violence faite aux femmes, le viol comme arme de guerre, sont des causes qui sont peut-être pas très habituées dans le langage du mécénat. On n'a peut-être pas trop l'habitude d'entendre ces mots-là. Mais je pense que c'est important d'être à l'écoute de la jeune génération, des nouveaux salariés et de l'ensemble aussi des collaborateurs. Que veulent-ils faire? Quel genre d'entreprise ils veulent? Deuxième chose, j'ai découvert, en écoutant un jour le président de Médecins sans frontières me dire « Vos salariés ne sont pas comme les autres, ils sont beaucoup plus engagés que d'autres. Quand on va dans d'autres boîtes, ils ne sont pas pareils. » Et c'est vrai que je pense qu'il y a un très grand nombre de mécénat de compétences. Il y a le plus grand nombre de mentors en France, 1000 mentors. Et effectivement, on a des salariés qui sont très, très engagés. C'est une culture. Je pense qu'il y a quand même, il faut se replonger vers le passé, vers la culture de BNP Paribas, les pères fondateurs. Je pense qu'il y a une espèce quand même de culture d'entreprise très matinée, je vais aller un peu vite, d'humanisme chrétien-social, on va dire ça comme ça, protestant, catho, voilà, on appelle ça comme on veut. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit qui fait qu'il y a une culture d'entreprise très engagée. Et c'est ce qui fait que la direction de l'engagement a été créée il y a un peu plus de 8 ans et a été placée directement au niveau du COMEX. Donc je pense que c'est intéressant de travailler de cette manière-là avec les collaborateurs, avec leur culture et d'innover avec eux. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'innovation, il y a une culture de l'innovation qui est très présente dans cette entreprise. Ça m'a fait penser à autre chose et j'ai l'esprit. Voilà, comment on embarque? Je réponds à la question précédente. Comment on embarque? Là aussi, c'est l'impact. Si vous dites aux gens, tous les matins, quand tu viens au bureau, tu sais que tu peux changer la vie d'une femme. Tu peux faire en sorte qu'elle prenne la rue de droite, pas la rue de gauche, et qu'elle ne soit pas victime d'un féminicide. Est-ce que tu sais que tu peux changer la vie d'un jeune qui est au chômage et qui, dans un an, va trouver un emploi, il sera bien payé, etc. Je pense que c'est en racontant ce genre d'histoire, en mettant aussi dans le plan stratégique des histoires humaines, en mettant de l'humanité dans un plan stratégique. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on embarque les gens vers une vision, vers un plan stratégique où il y a une petite part d'humanité, où il y a un peu d'humain dans le plan stratégique. On est bien sûr là pour faire fonctionner l'entreprise, mais c'est une entreprise engagée. Est-ce que tu es stressée? Je suis stressée, mais je suis également très consciente de ma responsabilité et surtout j'ai beaucoup de plaisir dans ce que je fais. J'ai l'impression d'être dans un restaurant 3 étoiles tous les jours. J'ai effectivement la chance d'avoir un métier avec du sens, de l'impact. Et je vais faire aussi un complément de réponse avec 2 choses. Des chiffres et une histoire humaine. Les chiffres, je les ai donnés, mais c'est vrai que pour moi, le chiffre qui compte, c'est l'année où on a été capable, avec le budget mécénat régulier, on a eu des dotations exceptionnelles, notamment l'année où on a pu aider Notre-Dame, avec effectivement toutes les aides qu'on a pu faire aussi contre la précarité alimentaire, qui est un véritable fléau aujourd'hui en France. Je donne juste un exemple. 1 personne sur 2 qui frappe à la porte des Restos du Cœur à moins de 26 ans. Donc du coup, à force d'avoir des dotations exceptionnelles, une année, j'ai eu un budget mécénat global pour le groupe de l'ordre de 100 millions d'euros. Et c'est vrai que quand on arrive à 3 chiffres, on se dit, voilà, c'est une vraie responsabilité. Ça peut être source de stress, mais c'est surtout galvanisant de se dire, je peux faire des choses avec 100 millions d'euros. Donc ça, c'est le chiffre. L'histoire humaine, c'est ce qui m'enlève mon stress. C'est quand je reçois un mail d'une personne qui me dit « Hier, j'étais à l'Opéra Garnier, grâce à vous. Je suis réfugiée et il y a 2 ans, j'étais sur une barque, un bateau, un petit bateau, et je traversais la Méditerranée. » Et quand on reçoit des messages comme ça, que je m'empresse bien sûr de divulguer, de propager partout dans l'entreprise à tout le monde, je me dis qu'effectivement, on a la chance de pouvoir aider un ancien réfugié qui a eu la chance déjà de ne pas mourir, de ne pas être dans les 34 000 morts qu'il y a eu en Méditerranée ces dernières années. Il a franchi tous les obstacles, il est arrivé jusqu'à nous, et en plus, quand il va à l'opéra, il est absolument émerveillé, et ça il se remémore son passé, et grâce à la culture qui nous fait vibrer, qui nous fait comprendre comme un miroir qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, c'est grâce à la culture aussi et grâce à cet opéra qu'il a ressenti toutes ces choses et qu'il nous a transmis son message. Donc voilà pourquoi je suis stressée, pourquoi je me sens responsable et pourquoi je kiffe mon travail tous les jours. Comment est-ce que tu
tu t'inspires? Où est-ce que tu vas chercher l'inspiration? Et tu vas me dire dans tout ce que tu fais au quotidien. En voyant les bénéficiaires, en discutant avec les associations, en discutant avec des chercheurs, des artistes, mais prioritairement, et ça je l'ai toujours fait depuis 30 ans, même quand j'étais à Canal, en allant au musée. Voilà. La culture me nourrit, m'inspire beaucoup. Les propos de peintres aussi. J'aime beaucoup relire le journal de Delacroix, les propos de Matisse. T'as le temps encore de faire tout ça? Bien sûr, je m'octroie le temps. Oui, je m'octroie le temps, je me lève tôt, voilà. J'essaye. Oui, non, c'est très important de garder une forme d'inspiration. Pierre Lescure, quand j'étais à Canal, disait « Pour savoir bien diriger, il faut savoir bien glander ». Mais c'est aussi une manière cool de dire il faut avoir des moments un peu de glande, des moments d'inspiration, des moments où on est tranquille, surtout dans un monde qui s'accélère de plus en plus. Des moments où effectivement on peut s'inspirer. Et puis par ailleurs, j'ai la chance aussi d'avoir la confiance de Jean-Laurent Bonnafé qui m'autorise à lui présenter des gens. Donc 2 fois par an, on organise des petits déjeuners où je lui amène des gens qu'il ne rencontrerait peut-être pas en temps normal. Donc des gens qui viennent de banlieue, des chercheurs, des scientifiques, des responsables d'ONG, des musiciens. Voilà, je pense que je lui réunis en général 3-4 personnes, pas plus. Et on a la chance de pouvoir parler pendant 1h30, ce qui est énorme quand même dans son emploi du temps. Et moi, je me dis souvent qu'il y a une chose qui m'a beaucoup plu quand je suis juste arrivée chez BNP Paribas. J'ai vu la couverture des Éco-Weekends un jour qui disait « Cet homme est l'homme le plus puissant d'Europe ». Je me suis dit « Mais c'est vraiment avec lui que je dois aller travailler puisque je veux changer le monde. » Et on veut tous changer le monde. On veut améliorer le monde. On veut réparer le monde, suivant ses sources d'inspiration. Mais je pense qu'effectivement, il faut aller voir l'homme le plus puissant d'Europe pour résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et donc, je suis très contente d'être dans une banque très puissante et voilà, d'être bien dotée, d'avoir une philanthropie efficace, innovante, qui puisse avoir de l'impact et d'avoir un maximum d'argent pour pouvoir aider tous les dysfonctionnements. Ils sont malheureusement nombreux, voire de plus en plus nombreux aujourd'hui. Donc, j'ai été voir l'homme le plus puissant d'Europe pour résoudre tous les problèmes que nous avons en Europe et dans le monde. Quand tu as des moments de difficulté, quand tu as un doute, quand tu as une décision difficile à prendre, où est-ce que tu vas chercher la réponse, le réconfort, la Là confirmation? où je ne l'attends pas. Moi, mon mot-clé, c'est l'audace. On a beaucoup parlé d'innovation, d'impact social, mais quand même, moi, mon mot-clé, c'est faire ce que les autres n'ont jamais fait. C'est pas pour rien que quand même, ce beau slogan qui s'appelait « Nulle part ailleurs », il a été efficace pour une chaîne de télé qui a fait ce que l'on voyait jamais auparavant et qui a créé, etc. Créer, innover, oser, être audacieux. Je pense que c'est ça aussi la force du mécénat dans une entreprise, c'est d'être une source d'inspiration en soi, d'être capable de fournir de l'audace, de l'innovation chaque jour. Et moi, ça m'inspire. Donc je vais voir des gens, voilà, ça peut être le patron d'un bistrot, je vais prendre un café, je discute avec lui. Voilà, ça peut être une forme inattendue. Il faut se laisser surprendre. L'inattendu, souvent, c'est ce qui nous inspire le plus. Et voilà, je pense que on est de toute façon seul. Et puis, ça va faire vraiment cirage de pompe. Mais je pense que pour bien connaître ce média qu'est la radio, peut être aussi une forme d'introspection, une manière de regarder en soi, une manière de voir ses défauts, de voir aussi, d'essayer de comprendre en parlant à haute voix, d'écouter son inconscient qui, vous l'avez vu, parfois part tout seul. Je pense qu'effectivement, le podcast, et ce podcast peut être aussi une manière aussi de s'inspirer, de s'améliorer. Mais je reviens peut-être plus à la forme du podcast qui, pour moi, me rappelle la radio, qui est le média chaud, comme on dit, par rapport au média froid, qui est en tout cas le plus beau métier au monde, qui est certainement le meilleur média, la meilleure manière de s'informer, parce qu'elle nous permet d'entendre une voix. Et la voix, c'est une carte d'identité. Donc, il y a déjà une forme de sincérité. Lire un article, c'est bien. Mais c'est vrai que la radio nous amène quelque chose, un supplément d'âme, et effectivement, d'entendre la voix de quelqu'un et de s'écouter, et puis d'être dans ce dialogue. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que 2 personnes l'une en face de l'autre, d'essayer de se capter, de voir le regard de l'autre. Mais un visage, c'est un paysage, hein, c'est ce que disent les cinéastes. Je pense qu'un visage dit beaucoup, ça raconte une vie, des difficultés, un manque de sommeil, un rapport aux enfants. Enfin voilà, ça raconte tellement de choses. On voit la vie de quelqu'un sur un visage. Donc rien que ça, le fait d'être l'un face à l'autre, c'est vraiment formidable. Et alors là, ça va faire vraiment greenwashing. J'assume, vous couperez sinon au montage, mais
Quand j'ai découvert le métier de banquier, je me suis dit, mais finalement, c'est un métier, on est l'un en face de l'autre. Il y a quelqu'un qui vient demander un prêt, il y a quelqu'un qui dit, bon, mon fils a des difficultés, je voudrais avoir un peu plus d'argent, ou je voudrais acheter un appartement, c'est hyper important, ou je vais me marier, ou je viens de vivre un décès, machin, etc. C'est très intime, en fait, la conversation qu'on peut avoir avec un banquier. Et du coup, je me suis dit, mais c'est un métier de face à face, ça ressemble pas mal au métier de journaliste. Et un jour, j'étais à Marseille voir la personne qui dirige d'ailleurs BNP Paribas là-bas, qui est un type formidable. Et il m'a dit, moi, mon métier, le matin, je vais voir Rodolphe Saadé, je vais voir CMA, CGM. Le midi, je vais voir plutôt les PME, pas que les grosses boîtes comme CMA, je vais voir l'Occitane, si tant est que l'Occitane est une PME, mais en tout cas, voilà, un réseau, un vivier de petites PME. Et puis l'après-midi, je vais dans les quartiers nord et puis je vais voir les types qui veulent monter un kebab. Ils ont besoin de 3 000 balles, 5 000 balles pour monter un kebab. Et en fait, c'est génial. Tu es au cœur du village, au cœur de Marseille. Tu as une vision à 360. C'est mieux que le prêtre, hein. C'est mieux que le journaliste. En fait, tu vois tout. Et voilà, j'adore les comparaisons, les synergies que je peux trouver avec mon métier d'avant et le métier de banquier. C'était pas écrit comme ça au début, parce que franchement, moi, Isabelle Giordano, venant de banlieue parisienne, déjà venir à Canal, c'était pas écrit sur la feuille de route, mais en plus travailler dans une grande banque, c'était vraiment pas écrit dans le déterminisme social. Mais je trouve ça assez étonnant aujourd'hui même de trouver des similitudes avec mon ancien métier. Donc c'est pour ça que je dis que je suis journaliste chez BNP Paribas. En fait. Merci à toi Isabelle, je te souhaite beaucoup, le meilleur. C'était très intéressant. Pour toi et pour la fondation et puis pour ceux qui nous écoutent. J'espère que l'épisode vous aura inspiré. Et que tous les CEO de France, tous les CEO qui nous écoutent donnent de l'argent à des associations. Voilà, on restera là-dessus. Il faut donner. Merci donner rend meilleur, Isabelle. comme dit Philippe Journeau. Voilà. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.